Avec nous, le docteur Larbil Idrissi, qui est donc directeur de l'Institut national d'hygiène, une institution qui a bientôt 70 ans et qui regroupe les laboratoires centraux du ministère de la Santé, des laboratoires de toxicologie, biologie chimique et tout ce qui touche à l'environnement. Alors, l'Institut est également un instrument de la santé en ce qui concerne la prévention de certaines maladies transmissibles, la prévention et le diagnostic de certaines intoxications d'origine chimique et alimentaire, et finalement c'est lui également qui encadre les différents laboratoires qui se trouvent au niveau des provinces du ministère de la Santé. Alors nous allons essentiellement parler du problème des intoxications alimentaires. De nombreux cas ont défrayé dernièrement l'actualité, mais avant d'aborder des exemples concrets, pouvez-vous nous dire, docteur, quelles sont les causes les plus fréquentes des intoxications alimentaires que vous avez à rechercher, et y a-t-il eu une évolution dans les produits toxiques incriminés dans ces intoxications? L'Institut, son rôle, c'est d'abord, quand il y a une intoxication collective, c'est déterminer l'origine. Est-ce qu'il s'agit d'une substance chimique? Est-ce qu'il s'agit d'une bactérie? Et une fois que la cause est déterminée, l'enquête ne s'arrête pas là, puisqu'il faut déterminer l'aliment et l'origine justement de cette contamination qui a été trouvée au niveau de l'aliment incriminé. Donc son travail, c'est un travail d'analyse surtout, et c'est un travail aussi d'enquête pour déterminer l'origine justement de ces intoxications. Pour ce qui est de l'évolution des intoxications, il y a à peine 2 décennies, les intoxications qu'on notait aussi au Maroc, il y avait les intoxications d'origine bactérienne qui prédominaient. Pour la simple raison, c'est que ces intoxications, elles provenaient du manque d'hygiène dans la préparation des aliments. C'était des intoxications qui étaient exclusivement dans les lieux de restauration publique, et depuis maintenant une quinzaine d'années, le profil en quelque sorte de ces intoxications a commencé un tout petit peu à changer, puisque nous assistons de plus en plus à des intoxications qui sont d'origine chimique. Alors ces intoxications d'origine chimique, l'origine elle est multiple, mais la plupart du temps ce sont soit ce qu'on appelle des intoxications accidentelles, c'est-à-dire vous avez un produit alimentaire dans lequel on a aspergé par mégarde par exemple un insecticide, vous avez quelquefois par méconnaissance du danger de certaines substances. C'est le cas par exemple de certains épandages justement de pesticides sur les récoltes. Et la troisième cause, et qui est une cause à ne pas négliger, c'est la fraude. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre justement de produits de fabrication artisanale ou semi-artisanale où on ajoute justement, il y a l'adjonction d'un certain nombre de produits, soit pour améliorer l'esthétique du produit, son aspect, soit quelquefois pour la conservation de ce produit. Alors c'est ça le profil auquel nous assistons. Bien sûr, je dois préciser une chose, nous ne sommes pas, maintenant, le monde, avec la mondialisation, le monde c'est presque un village, nous n'échappons pas aux problèmes qui se posent actuellement dans les pays étrangers et les pays européens. Jusqu'à présent, nous n'avons pas ces problèmes, mais il faut quand même rester vigilant parce que le problème de l'hygiène alimentaire et le problème des aliments et de l'alimentation, c'est un problème qui est devenu universel et ce n'est plus un problème uniquement spécifique pour un pays ou pour une région. Alors, docteur, pour parler plus précisément des problèmes alimentaires qui font l'actualité, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par l'un des légumes le plus utilisés en ce mois de Ramadan, à savoir la tomate. Beaucoup de choses ont été écrites, et puis surtout sur cette toxicité de la tomate due à une utilisation excessive de pesticides pour venir à bout de la mouche blanche qui transmet un virus aux plants de tomates et détruit aussi des dizaines de cultures. Alors, quel est le rôle de votre institut pour établir si oui ou non ces tomates sont bonnes à la consommation, et avez-vous effectué des analyses dans ce sens? Écoutez, lorsqu'il y a eu, et c'est là justement, je reviens au rôle de l'Institut, le problème de la tomate, dès qu'on a su qu'il y avait un problème justement d'invasion des cultures de tomates par la mouche blanche, ce qui suppose que systématiquement, il va y avoir une utilisation plus qu'habituelle de pesticides. On avait entamé une étude pour essayer de voir le taux justement des insecticides au niveau des tomates qui sont commercialisées au Maroc. Je parle pour les tomates fraîches, mais il était difficile de
contrôler toutes les tomates qui se trouvent sur le marché. Alors, nous avons ciblé les deux grandes zones qui cultivent la tomate et les deux grands producteurs, c'est-à-dire la région du Souss et la région de Doukala. Nous avons fait des prélèvements au niveau des marchés du gros en tenant compte de l'origine justement de la tomate. Et nous avons analysé ces tomates fraîches, depuis maintenant, ça fait plus de 2 mois, et l'enquête que nous menons, elle continue, et on reste vigilant de ce côté-là. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de résidus de pesticides qui dépassent les normes reconnues à l'échelon international. Parce que ici au Maroc, nous n'avons pas de normes en ce qui concerne les pesticides. Néanmoins, il existe les recommandations des organismes internationaux tels que les commissions du Codex Alimentarius, et les taux que nous avons trouvés, c'est des taux qui ne dépassent pas les taux maximaux autorisés par le Codex Alimentarius. Ceci ne nous a pas empêché de voir aussi la tomate en conserve. Pour la simple raison, c'est que si pesticides il y a, la préparation de la conserve qui consiste en un broyage, une concentration de la tomate, son chauffage, sa stérilisation, il y a certaines molécules de pesticides que le chauffage ne détruit pas. Donc là aussi, nous avons entamé une étude sur toutes les grandes marques qui commercialisent de la tomate ici au Maroc. Et jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de taux qui dépassent quand même les résidus reconnus à l'échelon international. Parallèlement à cela, nous avons effectué ce qu'on appelle dans notre jargon des essais de toxicité sur les souris pour concentrer un peu tout ce qu'on peut extraire de la tomate, parce que lorsqu'on cherche des pesticides, c'est une recherche qui est un peu complexe puisqu'il existe des dizaines de molécules au niveau du marché. Alors ces pesticides, nous sommes obligés de cibler ce qu'on va rechercher. Alors pour éviter, dans le cas où il y a un pesticide qui nous échappe, c'est là où les tests de toxicité sur les souris nous renseignent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et à ce moment-là, on revient sur ce que nous avons déterminé. Alors concrètement, docteur Idrissi, si effectivement vous trouvez des taux de produits toxiques qui pourraient être dangereux pour la santé du citoyen, comment intervenez-vous et est-ce que vous en informez le public ? Comme je vous l'ai dit, nous sommes quand même un organisme public, nous sommes un instrument d'un département ministériel dont le rôle c'est la santé du citoyen. Et si jamais on trouve des concentrations qui sont élevées, systématiquement, c'est des choses qu'on ne cache pas. Ce sont les autorités sanitaires qui vont prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. J'espère qu'il n'y aura rien pour la tomate, mais pour d'autres produits, il y a eu le cas des moules par exemple, il y a eu le cas de la morsadelle, il y a eu le cas des melons, il y a eu plusieurs épisodes et lorsqu'on trouve quelque chose qui dépasse quand même les normes et qui peut entraîner quand même des problèmes au niveau sur la santé du consommateur ou des intoxications, là, systématiquement, les mesures sont prises. Et je tiens à signaler que lorsqu'on prend les mesures sont prises en concertation avec un autre département ministériel qui a quand même une importance dans le problème alimentaire, c'est le département de l'agriculture. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas normal ou quelque chose qui est vraiment un produit dangereux ou quoi que ce soit, les mesures elles sont prises très vite. Mais j'espère et je souhaite que pour ce problème de la tomate, on n'aura pas à avoir recours à ces mesures. Alors vous avez souligné tout à l'heure, docteur, que parmi les causes d'intoxications alimentaires à ne pas négliger, il y avait la fraude. Des exemples, là aussi, nous ont été fournis par des cas relatés par la presse. Alors quelle est l'importance de cette fraude comme cause d'intoxications alimentaires et quels sont les produits les plus fréquemment utilisés ? C'est pas la cause principale. Vous savez, les fraudes, c'est beaucoup plus des intoxications de type chronique, c'est-à-dire des intoxications où il y a risque d'accumulation d'un certain nombre de produits qui ont été ajoutés dans l'aliment. C'est le grand risque. Alors malheureusement, il y a certains produits qui ne vont pas entraîner une intoxication chronique au sens propre du terme. Je vais vous donner un exemple. Vous avez certaines fraudes où il s'agit uniquement de produits qui ont été ajoutés et qui sont des produits qui ne vont pas avoir d'effet sur la santé. Si on prend un saucisse et on va le colorer avec un colorant alimentaire, bon, il s'agit d'une fraude, c'est vrai, mais la santé du consommateur ne sera pas touchée par l'adjonction de ce colorant. Mais ce qui nous inquiète, c'est que quelquefois, il s'agit de colorants industriels qui sont ajoutés
Et ce sont des colorants qui sont extrêmement toxiques, non pas une toxicité aiguë, mais une toxicité chronique. Alors justement, comment expliquer que de simples vendeurs puissent se procurer de tels produits toxiques et sans problème? Ils se les procurent en les achetant. Mais vous savez, il y a beaucoup de produits dangereux où la réglementation, il y a un vide juridique en ce qui concerne la réglementation de la détention et de la vente de certains produits dangereux. Et là, je crois qu'il faut quand même que les pouvoirs publics et les départements concernés, il faut qu'il y ait une réglementation qui ne laisse pas n'importe quel produit entre les mains de n'importe qui. Je donne un exemple. Prenons le cas, on a parlé tout à l'heure des pesticides. Les pesticides, dans les pays développés, la vente, la détention, elle est réglementaire. Parce qu'un pesticide, c'est comme si vous voulez, les médicaments, vous ne pouvez les acheter que dans une pharmacie et le pharmacien, il est responsable de ce qu'il vend. Malgré que si c'est pas lui qui le fabrique, mais il est responsable de ce qu'il vend. Les pesticides, la même chose. Il y a des sociétés où il y a des personnes qui vendent les pesticides, mais ils savent à qui vendre et ils savent très bien que tel pesticide, on ne peut pas le vendre. Si on dépasse une certaine quantité, il y a un contrôle aussi de l'utilisation justement du pesticide, chose que malheureusement nous manquons encore de réglementation dans ce sens. Alors nous allons prendre 2 exemples pour terminer ce matin avec 2 produits très très consommés pendant le mois de Ramadan. C'est les œufs et tous les produits laitiers. Tous 2 peuvent, nous le savons, être responsables d'intoxication. Quelles sont les précautions à prendre pour ces 2 cas particuliers? Heureusement qu'une bonne partie de l'alimentation qui est consommée pendant le mois de Ramadan, elle est bien cuite. Mais toujours est-il, pour ne parler que du problème des œufs, moi ce que je conseille, c'est que les œufs, qu'elles soient lavés avant. Beaucoup de personnes ne prennent pas cette précaution, mais les œufs, on peut les laver dans de l'eau avec un tout petit peu d'eau de javel. Ça permet un peu de désinfecter la coquille, l'extérieur de la coquille, parce que l'intérieur de la coquille, il est stérile. Et s'il y a une contamination d'un œuf, par exemple, cette contamination, elle ne peut provenir que de la coquille, ou bien parce qu'on a touché la coquille, et après on va toucher un autre aliment, on risque, je dis bien on risque, ce n'est pas toujours le cas, mais on risque justement de contaminer. Une fois les mains contiennent les germes, par exemple des germes pathogènes ou potentiellement pathogènes, on peut contaminer d'autres aliments. Pour ce qui est du lait, nous avons, maintenant il y a les laits pasteurisés, il y a les laits UHT, il y a même dans les préparations de yaourts, là où il y a un petit problème qui risque de se présenter en ce qui concerne les intoxications d'origine bactérienne, c'est par exemple tout ce qui est les fermentés, c'est-à-dire rape, levain, je parle traditionnel. Là, il y a quand même un petit risque, parce que ça dépend de la façon dont c'est préparé. Il y a aussi un produit que l'on consomme beaucoup pendant le mois de Ramadan, c'est tout ce qui est fromage blanc, jban. Là aussi, ce type de produits peuvent être facilement contaminés, et s'ils sont contaminés, ils peuvent causer quand même des intoxications, surtout quand ils sont préparés dans des conditions d'hygiène où les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Tous les produits lactés sont des produits qui sont quand même très riches en matières nutritives, en protéines, en hydrates de carbone, en matières grasses et en eau. Ce qui fait que les bactéries, qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut que ça. Pour qu'ils se développent avec un peu de température, ça y est, ils trouvent les milieux idéaux pour se multiplier. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le temps de génération d'une bactérie, ce qu'on appelle dans le jargon des microbiologistes le temps de génération, il est entre 12 jusqu'à 20 minutes. C'est-à-dire que dans un aliment où il y a 1000 bactéries par gramme, alors bien sûr ça paraît beaucoup 1000 bactéries, mais c'est rien. 1000 bactéries par gramme, et au bout de 20 minutes, au bout de 12 minutes, disons 15 minutes, pour faciliter les calculs, vous avez déjà 2000. Au bout de 30 minutes, vous en avez 4000. Au bout d'une heure, vous avez 16 000. Et plus le pourcentage, c'est-à-dire le taux de cette masse bactérienne augmente, plus le risque est grand, surtout si c'est une bactérie qui sécrète, par exemple, des toxines. C'est pour cela que la façon de préparer l'aliment et sa conservation qui ont quand même une importance capitale dans ce côté-là.
Alors, bien évidemment, devant l'ampleur de ce problème de l'alimentation, poulet à la dioxine, vache folle, la population se pose de nombreuses questions et ne sait pas toujours qui et que croire. Si aujourd'hui au Maroc, les différents ministères concernés, agriculture, santé, affirment qu'il n'y a aucun problème et comme nous le disait donc le docteur El Idrissi, la solution actuellement devant ce flou, c'est la vigilance et de toujours choisir des aliments dont vous êtes sûr de l'origine, de les acheter dans des endroits contrôlés ou en cas de problème, on peut toujours remonter à l'origine de cette intoxication. Alors nous reviendrons avec le docteur Idrissi sur les données scientifiques disponibles actuellement au Maroc concernant le problème d'antibiotiques utilisés chez les poulets ou encore sur les maladies ou la maladie de la vache folle. Voilà, c'était le docteur Arbi Idrissi, directeur de l'Institut national d'hygiène.